Bonjour à toutes et à tous. On pense souvent que le solfège est un ensemble de règles rigides pour écrire et lire la musique et que ces règles ont existé depuis que la musique existe. Parcourez dans cette série les notions les plus simples de la théorie musicale pour redécouvrir avec moi toute la richesse de ce curieux solfège. Si l'on doit donner une définition scolaire de la clé, on va dire que c'est un signe qu'on place en début de portée pour indiquer la hauteur d'une de ces lignes et par déduction des autres lignes. Elles sont au nombre de 3, à savoir la clé de sol, la clé de fa, la clé d'ut. Dans le cas de la clé de sol, vous voyez qu'elle donne l'emplacement de la note sol au sein d'une portée. Ça n'est évidemment pas toujours si simple, voici 5 particularités sur les clés. À l'origine, les clés ne sont pas des signes, mais bien des lettres de l'alphabet latin. Durant tout le Moyen-Âge, on va utiliser des lettres de A jusqu'à G, 3 fois de suite, pour désigner les différentes hauteurs, depuis le grave jusqu'à l'aigu. Vous voyez ici une représentation de l'échelle des notes, depuis le A jusqu'au Mi, tout au sommet de la portée. Pour avoir une hauteur repère, on va donc utiliser une de ces lettres et la placer tout à gauche de la portée. Vous voyez ici dans un manuscrit du XIIe siècle, vous avez les deux lettres qui apparaissent le plus fréquemment, à savoir le C pour indiquer la note Do et le F pour indiquer la note Fa. On peut trouver d'autres lettres utilisées comme par exemple ici le E pour le Mi et puis le D pour le Ré. A noter que ces lettres sont encore utilisées pour désigner les notes dans les systèmes allemands et anglo-saxons. Au XIe et au XIIe siècle, on va parfois trouver ces lettres combinées à certaines lignes qui sont en couleur pour encore mieux marquer les hauteurs. On a donc chaque position qui est identifiée. Vous voyez ici un manuscrit du XIIe siècle, le Tropaire de Saint-Évroult, qui va utiliser une ligne en vert pour le Do, une ligne en rouge pour le Fa, et puis aussi les deux autres lettres E et A pour respectivement indiquer le Mi et le La. La graphie de ces lettres va évidemment évoluer au fil des siècles. On a par exemple les deux barres du F qui vont se transformer petit à petit en deux points qui entourent la ligne. Un peu plus tard à la Renaissance, ces deux points vont être remplacés par deux blanches l'une sur l'autre. Vous en voyez un exemple ici chez Petrucci qui est l'inventeur de l'imprimerie musicale où vous avez très clairement une note avec deux blanches l'une sur l'autre qui indique donc la hauteur du Fa. La clé de sol quant à elle provient du G sur lequel on va ajouter une petite boucle comme c'est le cas ici et puis petit à petit on va ajouter une arabesque un peu stylisée au-dessus de ce G, ce qui va donner le schéma quasiment actuel. On a donc vu que les clés viennent de l'évolution des lettres latines, mais il y a évidemment quelques exceptions. On trouve par exemple lors de l'apparition de la portée aux environs du 9e siècle dans les traités théoriques l'utilisation de lettres d'AZN que vous voyez ici, qui sont des symboles un peu obscurs qui n'ont strictement rien à voir avec l'alphabet latin. Autre cas particulier, c'est l'utilisation d'une lettre grecque, en l'occurrence le gamma que vous voyez ici tout au fond de l'échelle des hauteurs, en dessous des lettres latines traditionnelles. Ce gamma indique donc la note en dessous du La, à savoir le Sol, tout au fond de la portée. C'est donc une clé pour indiquer des notes extrêmement graves. On appelle cette clé le gamma ou le gamut par moment. Et puis vous en voyez un exemple ici chez Pierre Delarue dans son Requiem, où vous avez les clés ut4, ut5, fa4 qui sont utilisées. Et puis pour la voix en bas à gauche, encore plus grave, on va utiliser ce fameux gamut. En principe, les clés indiquent un registre, à savoir l'aigu, le médium ou le grave. Le violon, par exemple, est donc noté avec la clé de sol 2 aujourd'hui. L'alto, qui est un peu dans le médium, utilise la clé d'ut 3. Et puis le violoncelle et le trombone, par exemple, peuvent utiliser la clé d'ut 4 quand ils sont dans le médium. Et ces deux mêmes instruments, quand ils passent dans le grave, vont utiliser la clé de fa 4. On a le même procédé pour l'écriture classique, traditionnel, on va dire, de musique pour chœur, à savoir ut1 pour soprano, ut3 pour alto, ut4 pour ténor, et puis fa4 pour la basse. Mais pendant une brève période de l'histoire de la musique, principalement le 16e et le début du 17e siècle, les combinaisons de clés peuvent indiquer une transposition, ce qui veut dire qu'on ne va pas lire à la hauteur réelle qu'indique la clé, mais on doit lire quelques notes plus bas. La combinaison standard ancienne s'appelle chiavi naturali, à savoir clé naturelle, et elle se compose donc de la clé d'ut 1, la clé d'ut 3, la clé d'ut 4 et la clé de fa 4. À côté de cette combinaison standard, on va trouver une autre combinaison de 4 clés qu'on va appeler chiavette, à savoir les petites clés. Il s'agit donc de la clé de sol 2, de la clé d'ut
2, de la clé d'ut 3 et de la clé de fa 3. Cette combinaison en chiaveté implique que les chanteurs doivent transposer plus bas d'une quarte ou d'une quinte, à savoir tout le monde doit chanter plus bas de 4 ou 5 notes. Au fil des siècles, on ne va plus utiliser toutes les premières lettres de l'alphabet, mais principalement la clé de sol, la clé de fa et la clé d'ut, donc à savoir le G, le F et le C qu'on peut transposer sur plusieurs lignes. Mais on peut parfois trouver des clés extrêmement rares, c'est le cas notamment de la clé de Ré 4, donc un Ré qu'on trouve sur la 4e ligne. Vous voyez un exemple ici tiré d'une messe de Thomas Tallis à la basse. Certaines clés extrêmement rares, comme la clé de Sol 1, donc la clé de Sol qui se trouve sur la première ligne, peuvent indiquer un style bien particulier. Au XVIIe siècle, pour la musique pour violon italienne, en principe, on utilise déjà la clé de sol 2, mais pour cette même musique en France, donc dans le style français XVIIe siècle, on va utiliser encore la clé de sol 1. Vous voyez ici un exemple de clé de sol 2 utilisé par Farina, un compositeur italien, et puis ici un exemple d'un des grands compositeurs français baroque, à savoir Lully, avec donc la clé de sol 1. Ces changements de clés, en fonction du style, peuvent donner naissance à des petits jeux assez étonnants. C'est le cas chez Couperin dans sa pièce L'Apothéose de 1725 qui oppose ou qui arbitre la musique italienne et française. Couperin va opposer les clés en fonction des styles, donc il va utiliser la clé de sol 1 pour faire référence à Lully comme c'est le cas dans cette première pièce. Et puis lorsqu'il fait entendre la musique italienne, ici en imitant le style de Corelli, il va utiliser la clé de sol 2 typique de la musique italienne en notant bien clé changée dans la partition. Un peu plus loin dans la pièce, Couperin prône pour la réconciliation des deux styles, des deux goûts réunis, et donc il va utiliser à une voix la clé de sol 1 et puis à l'autre voix la clé de sol 2 comme vous le voyez ici. Les clés peuvent servir aussi d'énigmes, c'est le cas notamment dans des canons de Jean-Sébastien Bach où vous trouvez par moment une clé qui est mise à l'envers. Ici la solution c'est évidemment qu'il faut lire depuis le bas jusqu'en haut et de droite à gauche. Un peu avant on trouve encore à la Renaissance des canons énigmatiques basés sur l'absence de clé. C'est le cas dans la Missa Cuius Vistoni de Johannes Ockeghem où il n'utilise justement aucune clé, juste un petit signe au début pour dire justement attention, il n'y a pas de clé. Les chanteurs ont donc la possibilité, en choisissant les clés adéquates, de chanter cette messe dans tous les tons possibles ou dans toutes les tonalités si vous préférez comme anachronisme. Vous voyez par ces quelques cas que les clés ne sont pas une simple notion théorique mais bien des objets avec une histoire et une évolution propre. Merci de votre attention, vous pouvez vous abonner ou laisser un commentaire. À bientôt.